Et salut, c'est Gilou Tamalou. C'est avec mon ami Timothée Cook qui travaille dans plein de trucs sympas. On va en parler aujourd'hui. On va vous parler d'écologie, on va vous parler de responsabilité par rapport à notre planète. On va parler de plein de trucs. C'est sa première fois qu'il passe à l'écran, c'est ta première fois ou pas? Non, mais tu sais, c'est toujours ma première fois. C'est toujours ta première fois. Et donc, ben voilà, Hmm, est-ce que tu peux te présenter, Timothée? D'accord. Merci Gilles. Gilles, que je commence à pratiquer depuis longtemps maintenant, puisque j'ai toujours mal quelque part. Mais ça, je sais pas, c'est la vie. Donc, merci au kiné en tout cas pour ce que vous faites pour moi et pour les autres. Donc, merci à toi. De mon côté, ça me permet de continuer à vivre ma passion. Ma passion, c'est la conservation marine. Mhm. D'abord la recherche, la science. Donc j'ai commencé en faisant des études de bio, en faisant de la recherche et de l'enseignement en biologie marine, mais pas que, écologie, conservation. Et voilà, au fil des années, je me suis retrouvé à Bordeaux, Ouais. à Darwin ici, où tu es venu me rendre visite, et où je travaille chez Blue Seeds en tant que directeur scientifique d'une structure qui fait partie d'un écosystème, l'écosystème darwinien, où il y a d'autres structures de protection et de conservation de l'environnement. Sur Bordeaux, il y a deux gros pôles où on peut trouver ce genre d'assaut, d'entreprises ou de structures avec des initiatives de ce genre. C'est Darwin et puis la Maison de l'Environnement, qu'on oublie un petit peu trop souvent au centre-ville, où il y a quand même les acteurs historiques de la protection de l'environnement en région bordelaise Gironde. Donc, protection de l'environnement, Blue Seed. Blue Seeds. Blue Seeds. Seeds, les graines bleues. Les graines bleues, il y en a Les graines plusieurs. bleues. Oui, c'est un projet, on va avoir bientôt 6 ans. Et c'est né d'une intention d'aller remplir un manquement qui est un manquement d'une compétence des porteurs de projets en conservation marine à trouver des outils ou des solutions pour se financer et pour mieux gérer leurs projets. Attention, ça Oui, devient complexe. oui. Résumé Oui, en oui, une phrase oui, courte. oui. Donc la finance de la conservation. Comment financer des actions écologiques pour Voilà. Voilà. conserver. Conserver tout ce qui a besoin d'être conservé, notamment la biodiversité marine en ce qui nous concerne. Alors je sais que c'est un peu un gros mot, financer la conservation. Ouais. Et d'ailleurs, si on parle de la finance, ça devient un gros mot. En réalité, parler d'argent, c'est plutôt une bonne chose quand on veut faire des actions de conservation, parce qu'en fait, on parle d'activités de conservation. Et les activités, ça répond à des objectifs de conservation. Et donc, quand on commence à aller dans le bon sens, c'est-à-dire on part des objectifs, on réfléchit aux activités qu'il faut mettre en place pour les atteindre, on va fatalement, à un moment ou à un autre, avoir une liste pour le Père Noël, et cette liste, elle doit être chiffrée. Et là, voilà, elle doit être financée. Et on se rend compte que pour atteindre des objectifs, alors si on parle des grands objectifs internationaux, des 30 par 30... Attends, ça veut dire quoi? alors c'est des objectifs de conservation de la surface terrestre et maritime qu'on doit allouer à la conservation, qu'on doit mettre sous protection. Les derniers accords de 2021 de Kunming-Montréal, on est à 30% de la surface terrestre qui doit être protégée avec des outils de protection qu'on appelle les aires protégées. Or ça a un coût et bien souvent, en fait, on oublie d'intégrer ces enjeux économiques dans ces projets qu'il est facile, on va dire, pour lesquels il est facile de s'engager quand on va signer un traité en tant que représentant d'un pays ou d'une nation. On peut facilement signer un traité, mais s'engager financièrement derrière, c'est tout autre chose. Et on essaye, nous, chez Blue Seeds, de trouver des solutions pour faciliter les porteurs de projets, sachant qu'il n'y a pas que des projets autour des aires protégées, il y a aussi des projets beaucoup moins formels. Et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui chez Blue Seeds, que sont les projets communautaires dans les communautés côtières en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest. Méditerranée, Afrique de l'Ouest. J'essaie de reformuler, en vulgarisant, parce que pour le commun des mortels, j'imagine que c'est technique. Moi je découvre, il y a des... Voilà. On a dit 30% de préservation marine et terrestre, pour permettre, j'imagine, le renouvellement de l'écosystème et le maintien de l'écosystème de notre planète. Pour ça, les gouvernements ils vont faire des promesses.
mais il manque des acteurs de terrain pour les faire appliquer et il faut les financer. Et vous êtes ceux qui vont mettre en place ces actions, vont solliciter les financeurs pour permettre de faire des actions écologiques pour qu'on puisse vivre dans 200 ans sur notre planète sans que ce soit un radiateur, quoi. Oui, alors il y a le côté radiateur, c'est le réchauffement climatique, Ouais. et le côté érosion de la biodiversité qui est en parallèle, dont on parle de temps en temps, mais très peu au regard de ce qu'on entend sur le réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut vraiment pas oublier que cette dégradation des ressources naturelles Ouais. dans ce qu'elles ont, dans le rapport qu'elles ont à la biodiversité Ouais. est aussi, tout aussi important. Donc oui, c'est assez bien résumé. Bravo Gilles. Donc ces objectifs, c'est des objectifs qui sont nés d'un compromis entre une réflexion portée par les scientifiques et on va dire les politiques. 10%, c'était les objectifs de Aichi, d'un traité, d'un accord au Japon à atteindre pour 2020. Donc ça avait été signé en 2010, donc oups. On y est ou pas? Oups. Et les objectifs pour 2030, donc dans 4 ans, c'est les objectifs de 30%. En réalité, les professionnels de la conservation dont nous faisons partie, on a tous un peu le même discours, c'est que en fait, c'est bien de se fixer des objectifs, il faut des surfaces qui soient bien gérées, qui soient protégées, dédiées à la préservation de la biodiversité. Mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'ils soient bien gérés. Donc, il est peut-être plus important d'avoir 10% de la planète qui soit très bien gérée, très bien protégée, que 30% très mal gérée. Et ça, c'est ce qu'on appelle des parcs de papier, paper parks. C'est une terminologie un petit peu technique pour désigner en fait des aires protégées qui sont désignées légalement, qui existent. Sur papier, on voit bien qu'il y a une frontière et qu'à l'intérieur, il y a marqué réserve naturelle ou parc marin, mais c'est sur le papier seulement. Ouais. Et dans les faits, en fait, il faut trouver effectivement des outils sur le terrain pour que, dans les faits, on accomplisse, on atteigne ces objectifs de manière opérationnelle et concrète. Donc, par exemple, Blue Seeds, la société pour laquelle tu travailles, association ou société? Nous sommes une société. Alors, nous sommes nés dans un environnement qui était l'environnement de la consultance en économie de l'environnement. Ouais. Nous avons été incubés chez Vertigo Lab, qui est une entreprise en consultance en économie de l'environnement. Donc, nous venons de cette culture, mais nous n'avons pas un modèle économique pour faire du profit. En fait, nous sommes not for profit, comme une ONG. Et notre financement vient de la philanthropie, notamment. Philanthropie et la réponse à des gros appels d'offres faits par des institutions publiques comme l'Agence spatiale européenne, l'Europe, l'UICN, la Banque mondiale. Donc voilà. Et peut-être qu'à terme, nous deviendrons une association dans les statuts. Mais évidemment, dans les faits, c'est équivalent. D'accord. Et donc vous, Blue Seed, comment vous positionnez, quelles sont les missions que vous avez aujourd'hui en termes de protection de la biodiversité et où on en parlait du piège carbone. Ouais. Alors comme je te disais, Blue Seeds est une structure qui est niche dans le sens, elle s'adresse à cette question qui est souvent oubliée, c'est que c'est bien gentil de faire des promesses et de signer des traités et des accords, de désigner des aires protégées, et encore faut-il se donner les moyens. Donc nous avons nommé le chat tel qu'il est, c'est le déficit de financement. Alors il se chiffre. Le but, ce n'est pas de dire nous avons besoin de temps, c'est plutôt de trouver des solutions qui soient adaptées à chaque projet. Parce que voilà, si les gouvernements faisaient ce qu'ils disaient, ce pourquoi ils s'engageaient, nous n'aurions pas besoin d'exister. Nous ne sommes pas heureux de devoir remplir ce rôle d'aider les porteurs de projets en conservation marine, de les aider à trouver des sources de financement. Mais nous le faisons. Et si nous pouvons le faire, c'est super. Donc nous avons un rôle qui est à l'interface, comme tu le disais, entre les bailleurs et les acteurs de terrain eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons les actions sur le terrain. Alors, c'est plus ou moins variable.
Nous allons bien sûr travailler au plus proche des acteurs que sont généralement des associations, car c'est bien souvent la société civile qui est à l'origine des initiatives en conservation marine. Il faut le noter, ça. Il faut le noter, Ouais. et en France, en Europe ou comme ailleurs, bien souvent, une aire protégée devient formellement protégée, désignée, après qu'une association locale se soit mobilisée, ait porté le projet pendant des années grâce à des bénévoles, ait développé une expertise, ait mis en place des activités. Et d'ailleurs, en France, il y a des réserves naturelles qui sont gérées par des associations pour l'État. Donc ça, il faut le rappeler. Et dans les pays du Sud global, comme on le dit, ou des pays en voie de développement ou de l'autre côté de la Méditerranée, c'est vraiment presque exclusivement, à quelques exceptions, des associations qui ont l'initiative au départ des projets. Et donc c'est bien souvent avec des associations que nous travaillons. Donc ce sont eux les porteurs de projets dans beaucoup de cas. Et nous les accompagnons. En les faisant monter en compétences, en leur apportant des outils financiers. On n'est pas des bailleurs, on n'est pas des financeurs. Pour nous, le but, c'est de favoriser... Ah. Et c'est encore Gilou, sur Gilou Tamalou. Je suis toujours avec mon ami Timothée Cook de Blue Seats, avec un S. Et on a parlé de plein de trucs, il y a l'alarme d'incendie, on est parti, on est revenu, on revient. Est-ce qu'il est possible donc pour remplacer Blue Seats, si je me trompe, tu me coupes, hein. C'est entre les décisionnaires politiques et les financiers, vous êtes là pour aider différentes associations de mise en place de projets écologiques sur le terrain. Et votre spécialité, c'est tout ce qui est marin. Ouais. C'est ça? Ok. Et un projet, je me suis trompé ou pas? Non, c'est bien. On est à l'interface de plusieurs types d'acteurs, pas seulement les pouvoirs politiques, la philanthropie, les instituts de recherche, des institutions, ce qu'on appelle intergouvernementales, comme l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Voilà. En gros, vous essayez de sauver la planète. On essaie de sauver la planète dans la complexité d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on se situe également à l'interface entre différents acteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui ont des cultures très différentes, et on essaie de construire ce pont. Par exemple, les gestionnaires d'aires protégées ou des porteurs de projets plus informels, type société civile, associatif, porteurs de projets en conservation marine, ça va plutôt être des naturalistes passionnés ou des défenseurs des droits civils, des gens comme ça. Moins dans notre domaine, mais il y en a également parce que ça va de pair, on pourra peut-être en reparler. Et puis le monde de la philanthropie, le monde des financeurs, de la finance, de la finance, pas 100%. Dans le sens boursier, de la finance dans le sens peut-être noble, mais dans le sens, en tout cas, qui adresse la question du financement. Eh bien, ce sont des gens qui ont une culture très différente. Et en fait, et ça veut dire des langages différents, une compréhension des enjeux. Donc, quand on est financeur, on veut que son argent soit bien dépensé, et c'est normal qu'il ait de l'impact. Et quand on est conservateur, acteur de terrain, on veut avoir de l'argent pour atteindre des objectifs de conservation. Mais on n'est pas forcément capable de bien l'expliquer à un financeur. Donc en fait, il y a un travail de formalisation des projets qui sont des très bons projets, bien souvent, mais il faut les formaliser, les mettre en forme. Et puis de l'autre côté, essayer de capter des flux financiers qui sont là, avec des gens qui sont prêts à investir dans la conservation. Et il y en a plus qu'on ne le pense, mais qui ne trouvent pas de projet ou qui ont peur que l'argent qu'ils vont donner n'ait pas assez d'impact. Je vois le truc. Est-ce que tu aurais par exemple un exemple d'un projet que vous avez accompagné en disant un petit peu quelles sont la portée, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place, que vous avez financé, qu'on sache un petit peu comment ça s'organise, quoi.
Oula, alors ça s'organise avec beaucoup de patience, beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité surtout parce que voilà, l'agenda politique vient bousculer parfois l'agenda des projets. Donc par exemple le retrait des États-Unis d'un certain nombre de conventions internationales qu'ils finançaient en grande partie. Donc ça peut être l'UNESCO ou l'Organisation mondiale de la santé, pour quelque chose que tu connais plus toi. USAID, c'est une aide au développement sous toutes ses facettes. Le développement, c'est pas juste donner de l'argent pour construire des écoles ou l'aide humanitaire pour les personnes en difficulté, en détresse, dans des zones de conflit ou des zones qui sont soumises à des incertitudes, des aléas climatiques. C'est aussi de l'argent qui va vers un développement durable, ce qu'on appelle le développement durable. Et sur le terrain, en fait, les personnes qui viennent aider à dépenser cet argent dans les pays qui en ont cruellement besoin savent très bien que dans les pays où nous travaillons beaucoup, la durabilité, la pérennité économique des communautés, elle est en lien avec la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Autrement dit, dans les pays développés du Nord, en Europe, en Occident, les ressources, la richesse des individus, elle est devenue très largement décorrélée des ressources naturelles que l'on ne voit même plus au quotidien. Donc l'argent que l'on se fait ne provient plus de la vente des produits qu'on cultive, du poisson que l'on pêche, du gibier que l'on chasse, des animaux qu'on élève. D'accord ? Donc cette décorrélation fait que c'est beaucoup plus compliqué et que dans les pays du Sud, il y a un besoin qui est beaucoup plus organique, direct, une dépendance à la bonne santé de l'environnement qui est beaucoup plus directe et immédiate. Donc ces projets-là de développement, d'assistance au développement, sont des projets qui sont très souvent pas juste, encore une fois, pour construire des écoles, installer des panneaux solaires, même si c'est très important, venir en aide aux populations en difficulté, mais c'est apporter une aide au développement durable de l'exploitation des ressources. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre une exploitation durable des ressources dans ces pays-là et la protection de l'environnement. Les deux sont intimement liés et c'est pour ça qu'on travaille en lien direct avec les communautés. Ouais. Un exemple de développement que vous avez mis en place, vous avez accompagné plutôt. Accompagné. Alors, donc, il y a un bon exemple, c'est un exemple sur lequel on travaille aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest, on est en train de mettre sur pied un projet pour restaurer la mangrove sur des parcelles qui sont dégradées, qui ont été dégradées par une utilisation passée par l'homme. Donc déjà en soi, c'est une bonne idée. Vous voulez réhabiliter ça? Alors, réhabiliter, comment on peut dire réhabiliter, c'est pas le bon terme, parce que réhabiliter, c'est... non, mais dans le sens commun, c'est quelque chose qu'on réhabilite pour un usage qu'on pourrait en faire. Restaurer. Restaurer, littéralement, la restauration d'un écosystème. En l'occurrence, la mangrove, c'est la faire revenir à un état plutôt originel, proche de l'origine. Ça a quand même un usage, ça apportera des bénéfices pour les populations, puisqu'en fait, les services écosystémiques qui sont apportés par la mangrove sont multiples, notamment la protection côtière, la résilience face donc, à la montée des eaux, dans des populations qui cultivent très proches de la mer, donc protection des champs, et également ça sert de nurserie pour les poissons, donc c'est un rôle capital dans les zones côtières qui sont riches en mangroves pour la pêche et donc pour l'autosuffisance alimentaire. D'accord, donc la mangrove, on n'y touche plus, on restaure. On restaure. Les poissons se développent à l'intérieur, après vont un peu rayonner partout. Vous avez fait ça, je crois, à La Réunion, si je ne me trompe pas, il y a une partie où la pêche est interdite pour justement tout renouveler. D'accord, oui. Il me semble. Donc ça c'est l'effet réserve qu'on appelle l'effet spillover en anglais, qui est beaucoup plus imagé. Spillover, littéralement débordement. Donc on protège une zone, on la met sous protection forte, stricte,
Et en fait, au bout d'un certain temps, les populations, la biomasse de poissons, de faune, d'espèces commerciales, par exemple, en l'occurrence, dans ton exemple, augmente. Donc, la taille, le nombre de poissons, et au bout d'un moment, en fait, ils finissent par déborder, ce qui permet de profiter aux pêcheurs et donc et aux populations locales. Donc effectivement, dans le cas de la mangrove, les étapes, c'est d'abord un retour de la végétation, une fixation du sédiment et donc une fixation du trait de côte et de la protection côtière. Et puis ça s'accompagne effectivement d'un retour du cortège faunistique, de la faune, les crabes, les poissons, et donc ça permet d'augmenter cette biomasse qui est accessible aux populations, qui encore une fois dans ces régions du monde dépendent vraiment de ce qui est disponible. C'est-à-dire que le soir, on mange ce qu'on a réussi à mettre dans son casier le matin. Il faut une réserve, sinon c'est pas possible. Et qu'en est-il, parce qu'on avait déjà parlé de ce sujet-là, tu parlais du carbone et du piège carbone que représente la mangrove. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc l'exemple de la mangrove, il y a des services, évidemment, il y a tout un tas de bénéfices à avoir une mangrove en bonne santé. Dans les Caraïbes, dans les zones à cyclones qui sont soumises au cyclone, on voit comment les zones où il y a des mangroves en bonne santé, les populations qui habitent, qui sont associées ou qui habitent derrière, sont beaucoup mieux protégées. Ce qui n'est pas le cas de là où nous travaillons en Afrique de l'Ouest, mais c'est un autre service écosystémique qu'on oublie parfois. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce qu'en fait, les vagues sont atténuées en fait, par la mangrove, qui sont des forêts, qui sont des forêts marines avec des racines. Et la physique des ondes fait que ça fait un ensemble, ça disperse. Fait que chaque onde est coupée à sa rencontre avec une racine, et en fait la vague est parfaitement atténuée au bout de plusieurs centaines de mètres. Ce qui permet de protéger les champs, ce qui permet de protéger, de réduire la population. En fait, voilà, la protection côtière, l'érosion côtière, et puis au-delà des vies qui sont perdues. Ça, c'est là où on peut attirer l'oreille des politiques, c'est de les convaincre qu'en fait, on va économiser pas des dizaines de millions, mais des centaines de milliards d'euros de dégâts, en fait, associés à ces événements climatiques, donc les tempêtes, l'élévation du niveau de la mer, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice de restaurer des écosystèmes côtiers comme les mangroves. Et le deuxième bénéfice, c'est si on peut démontrer que en fait, cette zone qu'on restaure ne se serait pas restaurée naturellement, et quand je dis qu'on la restaure, en général, si on réhabilite on réhabilite la connectivité de l'écosystème avec la mer, parce que bien souvent, c'est des zones qui ne se restaurent pas naturellement parce que les marées ne viennent plus, l'eau ne circule plus bien. Et en fait, donc il ne s'agit pas de juste replanter des arbres. En fait, il s'agit de restaurer en fait le flux tidal, en fait, ce qu'on appelle le flux de marée, pour que l'eau circule et que en fait, les conditions physico-chimiques des sédiments s'améliorent, que les graines de mangrove puissent revenir naturellement. Et donc, en faisant ça, généralement, on arrive à restaurer une mangrove. Et donc, en faisant ça, on peut prétendre à bénéficier d'un certain nombre de crédits carbone. Donc, un crédit carbone, c'est équivalent à une tonne CO2 de carbone. Et une tonne CO2, en fait, la tonne CO2, on la calcule en faisant des modèles de la quantité de carbone qui est séquestrée par notre projet de restauration. Donc, la mangrove, il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur donc, le marché volontaire du carbone en Afrique de l'Ouest, par exemple, et pourquoi sur la mangrove? Parce que la mangrove, c'est sans doute l'écosystème au monde qui séquestre le plus de carbone. La plupart du carbone est invisible, elle est séquestrée dans le sédiment marin, sous les arbres que l'on peut voir. Et cette vaste quantité de carbone, donc ce piège à carbone, donc par croissance, les arbres séquestrent du CO2 atmosphérique. Ils le piègent dans des branches, dans des feuilles, qui elles-mêmes sont piégées dans le sédiment où elles se décomposent superficiellement. Et donc ce carbone, comme dans la tourbe, dans les latitudes hautes, comme la tourbe dans ces zones inondées, ce carbone est piégé
pour des durées de temps de centaines de milliers d'années. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est une solution naturelle pour réduire Le carbone réduire atmosphérique. voilà, la quantité de carbone atmosphérique. Et donc, si on peut démontrer que grâce à notre projet, grâce à l'intervention humaine, que naturellement ça ne se serait pas restauré, que c'est grâce à une intervention humaine et qu'on peut calculer, estimer la quantité de carbone qu'on a ainsi séquestré, on peut vendre ce tonnage de carbone en équivalent CO2 sur le marché international sous forme de crédit carbone. Et ces crédits, un certain nombre d'entreprises qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, qui cherchent à réduire leurs émissions, mais qui n'y arrivent pas et qui ont une ambition d'essayer de participer à des projets vertueux, peuvent acheter des crédits. Et qui sont les propriétaires de ces crédits? Qui peuvent bénéficier donc des revenus de la vente de ces crédits? Ce sont les communautés locales dans ces régions d'intervention qui habitent à proximité des mangroves. Et ce sont donc les communautés qui vont pouvoir utiliser les crédits pour leur développement et pour soutenir leurs activités de conservation, leurs activités d'exploitation durable de la forêt. Ouais. Alors pas que la forêt de mangrove, mais la forêt terrestre dans laquelle ils ont leurs activités agro-pastorales et où bien souvent ils sont victimes, on va dire, d'un marché mondial où aujourd'hui on va faire des monocultures Ouais, bien sûr. comme la noix de cajou, comme le cacao, comme l'huile de palme, et pour essayer un petit peu de diversifier leurs revenus, en diversifiant leurs activités, leurs pratiques agroforestières, ils vont en même temps réduire en fait l'érosion de la biodiversité dans ces régions du monde où la pauvreté est quand même le premier barrage à une meilleure gestion des ressources naturelles et de la protection de la biodiversité. Est-ce que là, on peut parler quand même d'une économie vertueuse quelque part? Parce que, en fait, des entreprises donnent de l'argent pour stocker du carbone pour la planète. Qui plus est, dans ce projet-là, on redéveloppe un écosystème qui va favoriser en fait les ressources naturelles, je parle de poissons et autres, qui va en plus avoir un impact climatique sur la protection du secteur dans lequel on est. Est-ce que c'est ça l'économie vertueuse par définition, ou est-ce que je me trompe dans les concepts? Je ne sais pas ce que tu as comme concept en tête, économie vertueuse. Est-ce que ça existe une économie vertueuse? Normalement, en fait, une économie vertueuse, c'est une économie... On devrait devoir se passer d'une partie de ce système que j'ai décrit. En fait, c'est ce marché volontaire du carbone. Ouais. Dans une économie vertueuse, il ne devrait pas y avoir cet acteur-là. En fait. Ouais. Je pense que dans une économie vertueuse, on ne devrait même pas avoir besoin des aires protégées, qui sont la clé de voûte des politiques contemporaines de conservation, de protection de l'environnement. Dans une économie vertueuse, en fait, il y aurait un équilibre entre l'exploitation des ressources, d'accord, et donc... Ce serait pris en compte initialement dans les projets. Disons que il n'y a pas si longtemps que ça encore, quand l'homme allait pêcher, il avait à sa disposition des moyens de production, des moyens d'exploitation de ces ressources sauvages, hein, parce que la pêche, c'est quand même une chasse, donc c'est des ressources sauvages. Il avait à sa disposition des moyens qui, par définition, ne lui permettaient pas d'accéder à des ressources plus profondes ou à des tonnages trop importants. Et donc, par essence, il n'y a pas si longtemps que ça encore, et je pense à la Deuxième Guerre mondiale, après laquelle il y a eu cette explosion de l'industrialisation, de la mécanisation, eh bien, il y avait, on va dire, peut-être un certain équilibre encore à ce moment-là, et donc une limitation dans notre capacité de nuisance. Aujourd'hui, l'économie, elle est, voilà. Donc cette économie peut être vertueuse. Alors, le capitalisme et l'industrialisation étaient déjà passés par là. Hein. L'industrialisation, elle est née au 19e. Donc, on était déjà sur la route de la monoculture, de la spécialisation, mais l'échelle, en fait, dans la plupart des pays jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture et la pêche étaient à des échelles qui étaient telles que, presque par définition, la biodiversité s'en sortait encore. Aujourd'hui, on racle les fonds marins, quoi. Aujourd'hui, on est devenu des gestionnaires. On est obligé de gérer
de rationaliser la conservation. Autrefois, la conservation, elle était naturelle parce qu'en fait, on dépendait des ressources. Si on pêchait trop, il n'y avait plus de poissons. Donc, soit on mourait de faim, soit on n'avait plus rien à vendre. Ouais. Et donc, en fait, cet équilibre se faisait naturellement. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les populations locales dont l'accès aux protéines dépend de la quantité de poissons qui sont capables de sortir de la mer, elles sont menacées par des pêcheries industrielles qui viennent de Chine, d'Europe, d'ailleurs. Donc, tout cet équilibre, cette économie à laquelle tu faisais allusion, qui est une économie idéale, qui n'existe pas réellement, mais elle est, en fait, elle est quand même, elle est au départ de toutes les économies. Et c'est cette économie qui est définie par en fait, la dépendance qu'on a au regard des ressources naturelles. Et aujourd'hui, on ne se rend plus compte, en fait, c'est pour ça que je te parlais au début de notre échange, je te parlais de la manière dont elle est décorrélée, en fait, l'économie dans l'Occident, elle est décorrélée des ressources naturelles. Et ça, en fait, c'est une illusion, parce qu'en fait, on vit dans un monde physique. Ouais. Donc, tout est relié à la ressource. La ressource, elle est quelque part. Donc, si je m'enrichis aujourd'hui, c'est que je me suis enrichi avec une ressource, et si elle n'est pas dans un champ que je cultive à côté là, elle est dans une palmeraie en Indonésie. Ouais. Elle est, je conduis aujourd'hui avec des roues qui viennent d'EVA qui ont détruit la forêt de Thaïlande. Donc, nos actions ont des conséquences. Essayons de retrouver une économie durable, et ça veut dire devenir de bons gestionnaires. Donc, la gestion des ressources naturelles, elle passe par ça, en fait. Je vais te donner un exemple, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je suis médocain, je viens du Médoc, on fait du vin là-bas. Ouais. Et à une époque, on enlevait toutes les forêts pour faire pousser de la vigne, pour après faire du vin et le vendre. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, 5 fruits et légumes par jour, non, c'est pas ça. C'est toi qui sais. Manger équilibré, non, c'est pas ça non plus. Boire avec modération, c'est ça qu'il faut que je dise. Ah oui, c'est ça. Oui. Ou boire que du bon vin. Et donc, on a défriché complètement le Médoc pour planter de la vigne. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en termes de pesticides ou quoi, c'était une catastrophe. Et on a eu des taux d'incidence d'un point de vue médical, du cancer de plus 5% sur les populations. Et de plus 5% en asthme. Donc voilà, et tu avais les sulfateuses qui arrivaient, qui sulfataient, et tu avais le vent qui poussait dans les cours d'école, où tu avais les enfants qui jouaient avec les cailloux et le sable et qui le mettaient à la bouche. Et voilà, c'est 5% de plus au niveau national, c'est beaucoup, tu vois. Oui, c'est beaucoup. Et donc là, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est maintenant, ils disent, bon, attendez les gars, on va limiter les produits chimiques au maximum. Et donc, on va laisser pousser de la forêt sur nos terrains. On va économiser, entre guillemets, de l'argent sur les produits chimiques. Et ce qui se passe, c'est que dans ces forêts, il va y avoir des chauves-souris qui vont nous manger les nuisibles. Donc les pucerons, les machins. Alors, je ne suis pas un expert, mais je sais que maintenant, alors, je ne sais pas si ça a été voté en termes de loi ou quoi, mais dans la pratique, beaucoup de châteaux gardent une forêt juste à côté de leur vigne pour justement éviter de trop polluer. Et, bon, je sais pas, j'ai juste Qu'est-ce que ça m'évoque? Non, mais j'adore ce sujet. En fait, il ne fallait pas me brancher sur ce sujet-là. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on parle souvent de la forêt française qui est revenue d'un état qui était, on avait dit, catastrophique. Et donc, effectivement, si on prend la surface absolue de la forêt française, parce que voilà, on l'avait beaucoup exploité, on utilisait beaucoup le bois. Alors, on utilise toujours du bois, mais il vient d'ailleurs, ne l'oublions pas. Donc, à nouveau, la gestion, comment gérer? On est des gestionnaires aujourd'hui. Et donc ça veut dire utiliser la science. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la science? Elle nous dit, oui, la forêt, elle est revenue en force. Mais il faut voir comment était organisé le paysage avant. Il était organisé avec du bocage, avec des petites parcelles entourées de haies. Et donc, dans la plus grande partie de la France, on va dire la moitié de la France, tout le nord, toute la Bretagne, tout l'ouest, y compris Bordeaux, toutes les moyennes altitudes, Pyrénées, Massif central, Alpes, du bocage. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait un système qui conservait toutes les espèces qui avaient besoin des milieux ouverts, des milieux fermés, qui avaient besoin des strates herbacées, des strates arbustives, des strates arborescentes. Tous les écotypes étaient représentés.
Les fonctionnalités apportées, les services apportés par le bocage étaient incroyables. De l'ombre pour le bétail, de l'habitat pour le gibier, des fruits, des noix, du bois, des mares pour les amphibiens, des corridors écologiques naturels, puisqu'en fait on a des haies, des réservoirs de biodiversité. Et en fait, le remembrement après la Deuxième Guerre mondiale, donc je te parlais de la mécanisation après la Deuxième Guerre mondiale, le remembrement qui a détruit les haies, a détruit ces fonctionnalités qu'on avait de manière peut-être empirique mis en place. Au départ, le bocage, c'était pour diviser les parcelles, pour éviter que le bétail aille ailleurs, mais dont on avait raffiné la gestion en coupant les arbres à une certaine hauteur sous forme de têtards, ce qu'on appelle les têtards. On repassait tous les 5 ans pour couper les branches, et puis en fait on s'en servait comme bois de chauffe. En fait tout ça, toute cette science empirique du bocage, elle a disparu avec le remembrement, et on est en train d'essayer d'y revenir. Alors c'est compliqué parce qu'il y a un modèle d'exploitation mécanique extensif, intensif de l'agriculture. Et pourtant, la science, elle est là. Hein. Le but, c'est pas de revenir à la bougie. Beaucoup de personnes pensent que, en fait, s'opposer à ce modèle omniprésent, très puissant de l'agro-industrie, de l'agriculture intensive et extensive, s'opposer à ce modèle, c'est promouvoir un modèle archaïque qui nous exposerait à la famine. Ce n'est pas ça. En fait, il y a toujours une alternative. Un juste milieu aussi. Mais c'est même pas le but, c'est même pas de faire une moyenne entre les deux, c'est de dire, en fait, il y avait des bonnes choses qui étaient faites avant, et on peut reconstruire ces bonnes choses en rajoutant les progrès qui ont été faits dans notre connaissance des fonctionnements des écosystèmes, l'écologie du sol, les cycles de rotation, l'utilisation en fait d'outils qui n'existaient pas il y a 50, 100 ans. Donc voilà, le bocage, c'est la recette à une agriculture beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et beaucoup plus intelligente parce qu'elle va limiter l'érosion des sols. Les sols ne vont pas s'éroder parce qu'ils vont être retenus par les haies. Les haies vont réduire la déshydratation. Elles vont éviter l'effet d'assèchement par le vent. Elles vont apporter de l'ombre au bétail, comme je le disais précédemment. Elles vont capter les excédents de nitrates, de fertilisants, de pesticides. Elles vont remplir un tas de fonctionnalités qui sont proportionnelles en fait au linéaire, au nombre de kilomètres de haies, à la complexité du paysage, à cette mosaïque de paysage qu'apporte la haie dans l'agro, dans ce qu'on appelle les agro-écosystèmes, parce qu'en fait aujourd'hui, la nature sauvage, ça n'existe presque plus, et tant pis, mais c'est pas grave, si on est des bons gestionnaires par ailleurs, et que dans les agro-écosystèmes dans lesquels on vit, qu'on exploite, on est capable de mettre en place un système qui, lui, soit respectueux. Et ça n'empêche pas qu'il faut des milieux sauvages et préservés, parce que par rapport à ce qu'ils représentent et à ce qu'ils symbolisent, c'est très important d'avoir ces aires protégées, ces réserves intégrales, et également parce que je pense que c'est très important d'un point de vue symbolique. Et on pourrait aussi parler des bénéfices sur la santé que de se promener dans des zones sauvages. Ça a été montré sur les maladies de civilisation, les maladies urbaines, du stress, problèmes cardiovasculaires, l'exposition à la nature. Et c'est l'un des bénéfices reconnus pour les aires protégées d'ailleurs, qu'elles soient en milieu terrestre ou marin. Il y a les bénéfices pour la biodiversité, socio-économiques, l'effet de débordement, l'effet réserve pour la pêche, les bénéfices pour la culture, donc patrimoine culturel, et les bénéfices pour la santé, le bien-être. Et on a trop souvent tendance à l'oublier. Et je prendrai l'exemple de la Covid. La Covid, les gens ont bien compris quand ils étaient enfermés dans l'appartement pendant des mois. Qu'est-ce qui s'est passé après la Covid ? Les parcs, les réserves, les aires protégées françaises ont été prises d'assaut. Mais littéralement prises d'assaut. Les gestionnaires de parcs n'avaient jamais vu une telle affluence. Comment on va gérer ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? La capacité de charge a été atteinte, a été dépassée. Et puis, d'un seul coup, il y a des choix de vie qui ont été faits
pour beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que voilà, en fait, vivre avec un stress lié à une exposition à des stresseurs urbains, c'était pas pour eux, qu'ils avaient besoin de vivre des choses qui avaient plus de sens, plus près de la nature, etc. Alors effectivement, les personnes privilégiées qui avaient des résidences secondaires ont mieux vécu la Covid parce qu'ils ont pu aller à la campagne, mais sans aller jusqu'à cet extrême-là, il y a quand même, ça a mis sur la table, ça a remis en cause des choix de vie, et c'est très intéressant, c'est hyper intéressant parce que nous, chez Boosteez, on pense à ces questions-là tous les jours. En fait, ces questions de service des aires protégées, la fonctionnalité, c'est un bien public, c'est pour les générations futures. On en est les héritiers, on en est les gestionnaires, on en est juste les... comment est-ce qu'on dit en fait en droit, ça ne nous appartient pas, ça n'appartient à personne, et en même temps ça appartient à tous. Et donc on a une responsabilité qui est énorme. Et ça doit être un plaisir en fait d'avoir cette responsabilité. Quel plaisir que d'être un gestionnaire d'une zone sauvage ou qu'on essaie de re-ensauvager, de restaurer, et de se dire en fait elle sera en meilleur état quand je ne serai plus là que quand je suis arrivé. Ça c'est un plaisir énorme. Et sur le coup, les parcs naturels et les réserves en France, Ouais. tu me disais que c'était géré par des associations essentiellement ? Non, pas essentiellement, mais ce que je t'expliquais, c'était la complexité des organisations qui en sont gestionnaires. Il peut y avoir des syndicats mixtes, il peut y avoir des municipalités, il peut y avoir des associations, et puis ça peut être directement l'Office français de la biodiversité, l'État donc qui a son personnel sur place. Mais donc il y a une diversité d'acteurs, donc il n'y a pas un seul modèle, mais effectivement il y a une centralisation au niveau de l'OFB pour que en fait les plans de gestion, parce qu'en fait ça c'est la constitution d'une aire protégée, c'est la Bible, et à ce qu'on appelle le plan de gestion. Dedans sont inscrits les objectifs de conservation, ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut faire, quel est l'objet de l'aire protégée. Son objectif c'est quoi? C'est d'être une réserve de pêche, c'est de préserver un certain type d'écosystème. Voilà. Donc il y a des objectifs qui sont gravés dans ce plan de gestion, et l'OFB est le garant que voilà, ça va bien se passer, et ils vont mandater une association, une municipalité, un syndicat pour effectuer ces activités qui vont permettre d'atteindre ces objectifs de conservation. Ce que tu dis, c'est ça, on est dans de la gestion et de la planification. On est dans de la gestion et de la planification, et c'est très intéressant parce que ça va à l'encontre de ce que le cerveau humain a l'habitude de faire. Je connais que 2 types de personnes qui seraient des très bons gestionnaires d'aires protégées. Les premiers sont ceux qui gèrent les centrales nucléaires. Quand tu gères une centrale nucléaire, tu es obligé de réfléchir à des dizaines d'années en amont, voire 100 ans. Donc c'est une planification très intéressante d'un point de vue... comme exemple, si vous voulez, pour la gestion de la nature. Et les autres sont les personnels de l'Office français. Alors attends, là, tu vas sans doute devoir couper, parce que je me suis planté. Et les autres sont le personnel de l'Office national des forêts qui vont gérer en fait des parcelles d'arbres dont l'abattage, la vente, par exemple, je pense aux chênes, n'arrivera pas pendant leur génération à eux, ni peut-être même pendant... Alors, pas 500 ans, on va pas attendre 500 ans pour couper et vendre. Oui, mais en fait, un chêne, il va mettre 200 ans, peut-être, avant d'être vendu. Et donc, cette vision-là, je reviens donc... C'était un exemple, j'aime beaucoup citer l'exemple des gestionnaires des centrales nucléaires, parce qu'ils ont une vision à 100 ans, et les gestionnaires des espaces forestiers également, les espaces forestiers qui sont exploités pour leur bois. La plupart de la population n'a pas du tout ce genre de vision. La vision donc est nécessaire, et c'est ça qu'il faut essayer d'avoir, c'est de se dire, voilà, ce plan de gestion, il a une vision à 10, 20, 50 ans. Je ne suis pas en train de me dire, est-ce que j'ai assez d'argent
pour atteindre mes objectifs dans l'année ou l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, en tant que personne qui La vie navigue dans quotidienne. la vie quotidienne, Oui. une famille, un couple, un salarié. Un chef d'entreprise, il essaie de voir peut-être à 2, 3, 5 ans. Ouais. Et en fait, le gestionnaire d'une aire protégée, il faut qu'il voit à 5, Plus 10, que sa 20, vie. 50 ans. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Et ça nous force à réfléchir d'une façon très intéressante finalement. De poser des chiffres financiers, on revient à l'argent, qui vont aller au-delà waouh, est-ce qu'on a le budget pour compter les oiseaux et faire la surveillance? Est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter du gazole pour aller faire la surveillance en mer avec notre bateau cette année? Et après, on verra. Ben non, c'est pas possible. C'est une aire protégée. Elle est censée être une aire protégée pendant 100 ans, 200 ans. On ne peut pas. Donc, il faut avoir une vision. Et voilà, et ça c'est compliqué dans un paysage où les hommes politiques ont une vision qui est celle de leur période électorale, qui est celle d'un budget, qui est celle... C'est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Donc il y a un conflit, ouais. il y a un conflit entre ces visions-là, et c'est pas évident, mais on travaille sur le temps long. Et c'est pour ça que des solutions qui sont durables, comme la solution qu'on essaie de mettre en œuvre en Afrique de l'Ouest avec ce marché volontaire du carbone, qui n'est pas le marché obligatoire, encore une fois c'est le marché volontaire, avec des cycles de restauration qui vont avoir 50 ans, on est assuré de financer les activités de protection, les activités de développement des communautés et de transition de leurs pratiques agricoles sur 50 ans. Et c'est un financement qu'on peut qualifier de durable et qui ressemble à aucun autre modèle de financement à notre connaissance en conservation, qu'elle soit terrestre ou marine d'ailleurs. Une vision long terme. Moi, ça me rappelle. Je reviens au Médoc, je reviens au vin, je reviens chez moi. Ouais. Nous, j'ai discuté avec quelqu'un qui vendait des barriques. Il vendait des barriques pour le grand vin du Médoc. Et en gros, il vendait les arbres. Tu vois. Et donc, il te vendait maintenant des arbres qui arrivent dans 30-40 ans pour les grands châteaux. Tu vois. Et il a dit, bon, vous voulez du chêne, du machin, du truc, de tel endroit, et ça vient de là-bas. C'est un super bois, parce que le bois donne le goût du tanin dans le vin. Et donc, la barrique, en fait, est très importante. Si tu fais une barrique avec du bois pesticide, tu vas boire du pesticide. Oui, bien sûr. Donc, c'était assez rigolo de voir qu'ils vendaient sur pied les forêts pour faire des barriques en amont. Quoi. Et là, tu parlais tout à l'heure de la gestion des ressources entre le réel et le fictif. Et avec entre guillemets, une planification de qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a. C'est une ressource qui est limitée, il faut aller dedans. Donc ça pose pas mal de questions. Dans le Médoc, c'est pareil. Au niveau des ressources, on se rend compte que le vin, c'est bien, mais on a aussi la technologie pour faire de la sauce soja. Ok. On utilise, alors je sais pas exactement, c'est assez récent, mais on fait la sauce soja dans certains châteaux parce qu'apparemment, je ne sais pas si j'ai de bêtises, en commentaire, vous mettez. Mais il me semble que le vin peut rentrer dans la fabrication. Et certains châteaux vont vers ça. D'accord. Bon. Voilà, c'était la partie gestion des ressources à partir. Non, mais c'est ça. Après, c'est vrai que le temps va vite. Les choses changent. Il y a un bouleversement rapide, de plus en plus rapide. Alors, le message, c'est pas de dire s'adapter ou mourir, mais quand même, c'est vrai que on parle d'arrachage de vignes, on parle de changement climatique, on parle de changement de l'économie mondiale. Donc, ça veut dire aussi changement de clients, enfin de zones d'exportation, de modèles économiques. Sous l'influence de différents facteurs. Comment revenir à une économie plus locale, plus circulaire, plus durable? Ça sous-entend également peut-être, faire des expériences, cultiver des oliviers en région de Gironde parce que le climat s'y prête maintenant. Pourquoi pas faire une huile d'olive localement? Rigole pas. Non, mais c'est pourquoi pas. Ça veut dire donc effectivement une certaine flexibilité.
Et ça, malheureusement, nous, humains, donc gestionnaires, aujourd'hui on est devenus gestionnaires, on doit anticiper ça d'une certaine manière. Et donc le changement des températures, des précipitations à l'échelle de l'hexagone, puisqu'on parle, là on parlait voilà, de la France hexagonale, mais on a des modèles. Et les modèles du GIEC, hein, du groupe international sur l'évolution du climat, c'est des modèles dont on sait aujourd'hui qu'ils ont toujours été très bons, d'un point de vue prédictif. Ça veut dire qu'il faut que nos dirigeants soient de bons gestionnaires, et on tienne compte. des bons gestionnaires, et que en fait, voilà, ils mettent sur la table des propositions pour des politiques publiques pour l'avenir sur l'agriculture française. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment sera le climat d'un tel endroit de la France? La pluviométrie, les températures. Il faut... On a fermé les yeux trop longtemps. On a fermé les yeux, les Français, tout le monde a fermé les yeux. Ben oui, c'est parce que c'est trop en fait. On nous parle de l'avenir, c'est catastrophique. Alors c'est une catastrophe si on fait rien, mais on peut faire des choses. On a des moyens d'action. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand nos dirigeants ne montrent pas l'exemple. Quand on voit l'absence d'action, parce qu'il y a, on sait beaucoup de choses sur ce qui va se passer, on a beaucoup de solutions qui peuvent marcher. Qu'est-ce qui est fait maintenant pour appliquer ces solutions? Je ne vois pas une grande panique là-haut au sommet de l'État. Je ne vois pas beaucoup de choses. Ce que tu dis, c'est qu'ils ont une vision dans le cadre de leur mandat, donc oui. ça limite la vision globale. Ouais. Et c'est pour ça que la société civile est très importante, et ça revient à ce qu'on discutait en off tout à l'heure, c'est que on ne peut pas, même dans une démocratie où l'État est pourvoyeur et sage, compter sur l'État surtout. Il faut aussi avoir des initiatives qui viennent du privé. L'associatif émane du privé, ce sont des initiatives privées. Et ces initiatives de la société civile sont importantes parce qu'en fait, voilà, elles apportent une créativité que l'État n'arrive pas à avoir. Souvent, c'est les problématiques de terrain qui remontent. On se rend compte que là, il y a ça, on peut faire un impact, quelque chose dessus, et il y a des gens qui s'en emparent. Tout à fait. Et après, ça peut remonter jusqu'au national, hein, quand les idées sont bonnes, et ça peut être démultiplié par l'État. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'idée que l'État pouvait résoudre un certain nombre de problèmes et s'appuie sur ces initiatives locales. Et je ne suis pas loin d'être d'accord sur beaucoup de points. C'est vrai que malheureusement, il faut aussi compter sur son engagement citoyen, son pouvoir de consommateur. Je n'aime pas ce terme, mais ça ne devrait pas être au consommateur de faire cette désescalade sur les emballages plastiques. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'État est absent, aux abonnés absents. Donc, le sachant, est-ce que je vais le maudire et continuer à dire c'est sa responsabilité si je vais au supermarché, il n'est pas normal qu'il y ait tout cet emballage plastique, je n'ai pas le choix que d'acheter de l'emballage plastique, ou est-ce que je me renseigne auprès des associations dont le travail, la spécialité j'ai une question polémique, leur permettent de me renseigner sur le sujet, et ça me permet de... Même si moi je ne suis pas un sachant. Question polémique. Le plastique, c'était fait avec du pétrole. Pas bien. Mais maintenant, on peut prendre de la bouillie de je ne sais pas quoi à base de plantes pour en faire aussi. C'est moins grave. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui manquent dans ta baguette magique. C'est la polémique. C'est une baguette magique. C'est pas exprès. Ouais. Non, le plastique, c'est fantastique parce qu'en fait, c'est un objet qu'on peut mouler en fait à un usage. Donc, voilà, il est formidable. Et il y a beaucoup de choses où c'est irremplaçable. Mais il y a énormément de choses où il ne sert strictement à rien d'utiliser du plastique. Et il est là le problème. Et c'est l'explosion du plastique, c'est une affaire des quelques dernières décennies. Hein. Ouais. C'est pas avant. Donc, c'est un problème très récent. C'est un problème pour lequel il y a des solutions. Mais s'il n'y avait pas de solution au plastique, je te dirais que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, il y a plein de solutions au plastique dans 90% des cas.
Et il est bien là l'enjeu. Donc, en fait, il faut faire attention de quoi on parle quand on parle de on va remplacer le plastique par de la culture d'algues qu'on va bio-ingénierer et la transformer. Non, mais c'est super l'innovation. Mais en fait, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste pour trouver des financements pour financer sa start-up qui n'aboutira à rien? Voilà, on vit dans un monde réel avec des principes physiques qui s'appliquent, des principes biologiques. Et la Terre, elle a des limites physiques, elle a des limites écologiques. Et on parle de ces limites planétaires qui sont atteintes, qui sont dépassées. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fantaisie de l'esprit. C'est abstrait parce qu'en fait, ça reflète une complexité. Mais en même temps, moi, je pense que la plupart des gens sont capables de comprendre qu'on est un nombre de personnes très important sur la planète, qu'elle a une taille limitée, qu'elle a un nombre de ressources limitées, et que mathématiquement, il y a un moment où il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre le monde réel, le monde physique, et notre présence, notre capacité à vivre plus ou moins en harmonie, en équilibre avec la planète. Donc ce lien physique, cette réalité mathématique, qui est démontrée d'un point de vue mathématique et physique, je trouve qu'elle n'est pas assez expliquée dans les écoles, aux politiques, aux décideurs, parce qu'on est devant nos séries sur nos plateformes télé, dans notre confort, et on est décorrélé encore une fois du monde physique, du monde qui nous alimente. Ce monde-là, il est à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, et on a l'impression que finalement, ce qu'on appelle la modernité, ce qu'on appelle la croissance, en fait, on peut croître comme ça indéfiniment parce qu'en fait, on va innover, on va inventer une solution magique qui va nous permettre de créer en fait de continuer à se décorréler du monde physique, du monde qui nous alimente. Mais j'ai un bon exemple qui a tombé. Le réel, hein, attention, le réel. C'est moi, quand j'étais gamin, tu vois, on disait qu'en 2025, c'est sûrement la famine sur Terre. Et sur le coup, il s'était posé la question de comment on fait pour récupérer des protéines d'insectes. Et entre-temps, on a inventé un truc génial, c'est la pisciculture. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de bidouiller les œstrogènes, je ne sais pas trop, des poissons, pour avoir à un moment dit, quand on veut, des œufs, pour après mettre du lait quand on veut, pour obtenir plein de poissons quand on veut, qu'on met dans des bacs, qu'on donne à manger. Et moi, on m'avait dit, tu vas voir, ça va être compliqué de manger à sa faim en 2025 ou 2026. Et on y est là. Alors, toi et moi, on mange à notre faim, hein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète. Donc, des ressources. Eh oui. Donc, on est sur... C'est pour ça que l'échelle locale, elle nous est semblée être la plus appropriée chez Blue Seeds, l'échelle du trait de côte, des communautés côtières avec lesquelles on travaille. Donc nous, on fait de la conservation marine, mais on travaille en milieu côtier, avec les communautés côtières, parce que l'échelle, c'est important. Toi et moi, on ne peut rien faire contre l'expansion des palmeraies à huile en Indonésie, en Asie du Sud-Est. C'est tellement loin de mes problématiques. L'EVA, la culture de l'EVA. Je suis loin. Ouais, c'est très loin, mais bon, pourtant, la voiture qu'on achète, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut amorcer un changement? On peut essayer déjà, au moins au niveau local, d'amorcer un changement, petit à petit. Et c'est pour ça que la question de la circularité des ressources, la question de ce qu'on appelle le circuit court, donc la distance, ce qu'on appelle le local, c'est très important. C'est pas pour faire une idéologie, c'est pas pour faire une religion, c'est pas pour prêcher un seul modèle, c'est pour encourager un certain nombre de modèles. Il n'est pas normal, alors qu'autrefois on pouvait s'alimenter en fruits et légumes dans sa région, n'importe où en France, qu'aujourd'hui, je doive manger des fruits et des légumes qui viennent du sud de l'Espagne, qui viennent de l'autre côté de l'Europe, ou même de l'autre côté de la France. T'es gentil, hein. C'est pas normal. Moi, j'ai acheté des avocats du Pérou. Oui. Alors bon, je réfléchis, moi je suis pas
je suis pas écologiste pour un sou, je le suis et je le deviens en fait par force. Parce qu'à des moments, je me pose des questions, tu vois, c'est dans ma nature de me poser des questions. Un jour, je vais pour acheter tu sais, j'avais jamais regardé le panneau. Je prenais, j'ai envie de manger des avocats. Là, je prends l'avocat, tu vois, et puis je me dis, tiens, ça vient du Pérou. Ah, c'est chouette, il y a des pyramides là-bas. Après, j'ai réfléchi, je fais, mais attends, mon avocat, je vais manger un truc qui est complètement vert. Puis je réfléchis un peu plus, tu vois. Et je fais, mais en fait, il a traversé l'Atlantique. Et je réfléchis un peu plus et je me dis, mais c'est quoi l'empreinte carbone? Comment est-ce qu'il a été fabriqué? Quels pesticides ont été utilisés? C'est pas les mêmes règles ou les mêmes trucs. Et tu vois, en fait, il y a plein de questions qui émergent. Et au final, j'ai reposé quand j'en ai pris conscience, mais j'en ai mangé pendant des années. Et tout comme là, tu vois, maintenant, il y a des avocats qui sont fabriqués, je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez mon commentaire, au Maroc. Et j'ai fait, c'est moins loin. Oui, tu en as même en Espagne. Mais je crois qu'il y en a en France. Et même en France maintenant, oui. Tu vois, avec le climat. Bah, tu sais, ça, c'est la commodité, en fait. Une commodité, c'est quelque chose qu'on peut vendre sur le marché international, qu'on peut échanger, faire traverser la moitié de la planète. Hein. Ça peut être du blé, du café, même ça n'a pas de sens, du chocolat. Ça n'a aucun sens quand tu réfléchis. Ça n'a aucun sens. Et oui, mais donc, on mange ces commodités, on les consomme comme si, en fait, c'était normal de manger du chocolat 3 fois par jour, de boire 10 tasses de café dans la journée, je sais, je vais en choquer plus tard, de manger des oranges quand on en a envie. Et donc, peut-être qu'il serait temps de voir ces produits, ces commodités, comme ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire des produits de luxe. On mangerait peut-être moins de chocolat, on paierait peut-être plus cher, eh bien, il y aurait moins de volume consommé sur la planète, il serait mieux cultivé, et ce serait un produit de luxe. Alors alors voilà, je suis un radical. Mais non, je ne suis pas un radical, je suis un scientifique. C'est juste, c'est le monde physique dans lequel on vit. Il est limité. Attends, donc, pour le chocolat, j'ai une solution. Il faut faire des arbitrages. Donc l'arbitrage, c'est quoi? En fait, c'est alors, non, mais le chocolat, j'ai une solution. Pourquoi pas? Mais le café, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas ça un arbitrage. Un arbitrage, c'est on en mange moins, on le paye, on le rémunère mieux, il reflète un transport à la voile. Le cargo voile, hein, ça le vend en poupe, c'est le cas de le dire, mais c'est très bien. Donc je peux citer un certain nombre de produits maintenant qui reflètent ça. Donc nos amis bretons grains de sel, c'est très bien. On paye le prix. Mais on paye le prix de quoi? On paye le prix d'un transport à la voile, d'un contrat moral environnemental dans la zone de production, un contrat social dans la zone de transformation en Bretagne dans les fabriques du chocolat. Et donc, on a un produit entre les mains qui reflète une réalité qui est celle d'aujourd'hui, qui est que si on veut continuer à consommer des produits de luxe, eh bien, on doit mettre le prix et on doit aussi s'assurer qu'ils reflètent un engagement social, environnemental qui est nécessaire aujourd'hui pour toutes les commodités. Le café, c'est la même chose, le thé, c'est la même chose, et l'avocat dont tu parlais tout à l'heure, c'est la même chose. Donc, est-ce que l'avocat, donc les diététiciens, à un moment, on dit il faut manger de l'avocat, du poisson, il faut manger des noix, des amandes, des machins. C'est super, sauf que dans le plat idéal, là, il n'y a rien qui a rien d'européen. Alors c'est très bien de manger quelque chose qui vient d'ailleurs de temps en temps, mais c'est formidable. C'est pas ça la question. La question c'est quelle quantité j'en mange, d'accord? Et est-ce qu'il a été cultivé de manière durable? Et la question de la durabilité, c'est une notion, encore une fois, qui nous renvoie à cette économie dont tu parlais. C'est laquelle la bonne économie? C'est une économie durable, d'accord? C'est lequel le bon produit? Ça a été cultivé comment? Sans tous ces intrants dont tu parlais, ces pesticides, qui a été cultivé avec dans un agroécosystème qui lui soutient la biodiversité, comme ceux qui ont des haies par exemple, ou qui ont des zones forestières qui restent intactes. Est-ce que des monocultures à perte de vue, ou des monocultures d'arbres, même ce qu'on appelle des forêts comme les landes, ce ne sont pas des vraies forêts au sens strict du terme, c'est une monoculture de pins. Est-ce qu'il y a moyen parce qu'on a besoin de bois, est-ce qu'il y a moyen de
de continuer à exploiter du bois, mais de façon beaucoup plus durable. Donc toutes ces questions-là sont des questions techniques, mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent l'assurance que les commodités, les produits qu'ils achètent respectent, s'engagent à respecter justement en fait toutes ces chartes-là qu'on est en train de dessiner ensemble. J'ai une question piège encore. J'en ai plein des questions Vas-y, pièges. vas-y. C'est que bon, moi je suis un adepte du chocolat, sans surprise. Et j'ai vu apparaître un truc dans les supermarchés. C'est, tu vois, mes gamins, bon, je vais pas citer de marque, mais ils mangent des gâteaux voilà, avec du chocolat à l'intérieur. Et maintenant, il y a marqué goût chocolat. T'as qu'à même plus de chocolat. C'est des produits alternatifs, je crois que c'est à base de plantes, je ne sais plus le nom de la plante, qui est écrabouillée et qui permet d'avoir exactement le même goût que le chocolat et rajoute un peu de colorant. D'accord. Bien ou pas bien? J'en ai aucune idée, je n'ai pas d'opinion sur ce produit. Tu vois, c'est de mon point de vue à moi, Ouais. ça n'engage que moi. C'est qu'au niveau de la consommation de chocolat explosé, Et c'est énorme. nos méthodes de production sont limitées. Du coup, les industriels, ils se sont dit, tiens, mais il y a de l'argent à faire quand même, on va quand même pas retirer nos gâteaux au chocolat. Et donc, ils ont produit D'accord. un genre de chocolat de synthèse à partir d'une plante, je ne sais plus laquelle. Et ouais, pour qu'on puisse continuer à consommer du chocolat. Non, mais c'est pourquoi pas. En fait, il y a toujours cette et ça, c'est très contemporain, c'est très moderne dans l'Occident. Il y a l'idée que l'innovation. Je dis pas que c'est. Je connais pas ton exemple. C'est très bon. Hein. C'est certainement très bon. Je ne sais pas si c'est cultivé localement, durablement, j'en sais rien. Je crois que c'est en France. Mais c'est bon. Partons du principe que c'est une très bonne initiative. Moi, mon propos, c'est de dire attention. Il y a cette idée qu'on va trouver toujours à ces problèmes environnementaux contemporains. Technique. C'est l'innovation. C'est vrai ou c'est faux? Il y aura toujours une innovation qui va nous sauver, pour résumer. Il y aura toujours un moyen de décarboner l'atmosphère parce qu'on va créer une technologie qui va qui va séquestrer le carbone de manière industrielle. Donc, en fait, ça, on le voit partout. On l'entend partout. Oui, on l'entend. C'est culturel, en fait, c'est dans l'air. C'est en filigrane des politiques publiques sur l'environnement que, bon, de toute façon, le secteur économique, le secteur industriel, les entrepreneurs vont innover, il y a l'innovation. L'innovation va toujours venir nous sauver, nous sauver quelque part. Et dans la pratique, on voit bien que, en fait, déjà, on ne peut pas prévoir quand une vraie innovation, une bonne innovation va arriver. Donc ça, c'est par définition une révolution scientifique, on ne peut pas vraiment la prévoir. Et puis, d'autre part, encore une fois, on a déjà des solutions qui sont là, qui sont prêtes, des visions, des approches en fait, à la gestion de l'environnement qui sont déjà là, qui sont disponibles, et on n'a plus le temps d'attendre. Donc ça, c'est désolé pour ceux qui pensent que voilà, on peut, en étant entrepreneur et innovant, révolutionner tout changer, que l'AI va tout changer, que l'AI, mauvaise nouvelle, ses consommateurs, intelligence artificielle, ses producteurs d'émissions à gaz à effet de serre et ses consommateurs de quantité d'eau énorme. Et donc, surprise, ben voilà, l'innovation révolutionnaire, oui, ça révolutionne tout, mais en fait, on ne doit pas partir du principe que tout ce qui est innovant est forcément bon. Voilà. Désolé pour la mauvaise nouvelle. La bombe nucléaire, innovation. Innovation incroyable, c'est formidable. Donc nous avons la fission nucléaire contrôlée, une électricité décarbonée en quantité énorme, mais en parallèle, nous ne sommes jamais autant rapprochés de ce qu'on appelle la fin du monde sur l'horloge nucléaire. Voilà. Je trouve que c'est important de rappeler que la question de l'innovation, elle est complexe et que ce serait un fantasme que d'attendre, il va y avoir des sauveurs, des Musk, des scientifiques. Les scientifiques vont venir nous sauver parce que voilà, on est beaucoup plus libre qu'avant, on vit beaucoup plus vieux qu'avant. On trouve toujours une solution. Ben oui, mais la solution, c'est se remonter les manches
et utiliser les solutions qui sont déjà là. Parce que la crise, elle est réelle, Oui, elle est sévère et elle est urgence. actuelle. C'est une urgence, donc autant appliquer des méthodes qui fonctionnent ici et maintenant, Qui sont disponibles. et tout en investissant de l'argent sur des visions long terme qui nous permettront d'arriver sur une activité raisonnée et une consommation raisonnée. Et après, de toute façon, l'innovation, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu quand même de toute manière. Elle se fera à un moment ou à un autre. C'est ça? On s'arrête là. Ouais, c'est que l'heure tourne, tu sais, on a quasiment pas mis la lumière et tout. Non, c'est pour faire genre, tu vois, on est écolo, mais en réalité, l'énergie est produite et elle circule et on ne peut pas la stocker, donc autant l'utiliser. Surtout qu'ici, c'est du solaire, 100%. C'est vrai, Oui. ici. Oui. Donc on est à Darwin, à Bordeaux. Oui. Ouais. Et donc c'est toute une structure qui est éco-responsable. Il me semble qu'il n'y a pas de chauffage, si je ne dis pas de bêtises. Ah si, il y a du chauffage. Il y a du chauffage. Oui, il y a un peu de chauffage quand même. Mais c'est limité. Ouais. C'est limité. Je crois qu'ils ont tout bien isolé de manière extrêmement naturelle. C'était une caserne militaire ici avant, il y a très longtemps. La caserne Lille. Ouais, c'est ça. Et ça a été réhabilité complètement. Comment on peut dire, c'est un lieu moderne avec des pépinières. On parle d'un tiers-lieu et un lieu d'expérimentation de pas mal d'initiatives dans le social, le solidaire et l'environnemental également. Oui, on a croisé pas mal de tes collègues aussi dans l'environnement. Je ne sais pas si on peut les citer ou pas. Ah oui, on peut les citer. Il y a Plastic Odyssey, ce sont nos voisins. Il y a Surfrider, il y a Wings of the Ocean, pardon. Pour ne citer que ceux qui sont dans le domaine de la conservation marine, Systémique, une association locale qui milite contre un projet d'aquaculture massive de saumon chez toi, dans le Médoc, dont tu n'étais pas au courant. Voilà. Donc voilà, pas mal d'initiatives, parfois peu connues du grand public. Mais néanmoins importante. Et comme quoi, en fait, on peut faire beaucoup de choses, on peut changer les choses, même si on est peu nombreux, parce que c'est contagieux. On espère. C'est une maladie contagieuse et pas honteuse. Moi, je vois en tant que bon père de famille, très occupé par mes enfants en manquant de sommeil, tu vois, je n'arrive pas à m'engager sur une voie écologique. Pour moi, ça compte. Hein, c'est la planète que je laisse à mes enfants. Tu vois. Autant avant, je m'en fichais. Mais depuis que j'ai des enfants, je réfléchis vraiment différemment et je me dis, mais t'es devenu gestionnaire. Je sais. À long terme. Je sais. Je fais, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'apporter, tu vois, quelque chose de mieux ou de bien. Et c'est vrai que je faisais du recyclage, ce genre de choses, parce que c'était assez cohérent et logique. Oui. Mais je ne m'étais jamais posé des questions, tu vois, à une échelle mondiale. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui me concerne à moi, tu vois, entre manger du Nutella qui fait avec de l'huile de palme à l'autre bout du monde, et je salue nos amis basques, en mangeant du basquela, qui sur le coup est fait en local. Alors c'est toujours de l'huile, du sucre et du chocolat, mais au moins c'est fait ici. C'est fait ici et c'est pas en détruisant de la forêt, je sais pas comment on dit, amazonienne ou primaire, dans lequel tu as des orang-outans qui sont coupés en morceaux. Tu vois, je me dis que c'est un peu plus raisonné. Non, c'est bien, c'est bien. Non, tu as raison. En fait, il y a cette question de consommer mieux. Alors ça, c'est bien et c'est super important. Tu parlais de recyclage, donc on essaie de recycler. En fait, l'idéal, ce serait de même pas avoir à recycler parce qu'en fait, on achèterait sans déchets. Alors, c'est compliqué. Eh oui, parce qu'on a cette grosse poubelle verte ou jaune dans laquelle on empile du carton et du plastique et on se dit, ah bah c'est génial parce qu'en fait, ça va être recyclé. Mais en bout de recyclage du plastique, il y a en fait des composés qui sont recyclables et qui sont hautement toxiques pour l'environnement. Donc en fait, quand on parle de recyclage, il y a le vrai recyclage. En fait, la réutilisation, comme on pourrait faire avec du bois, peut-être, ou du verre. Et puis la fausse réutilisation, on va dire, du plastique qui serait retransformé en plastique. Au bout d'un moment, en fait, ce procédé n'est plus possible et on obtient un produit qui, lui, en fait, a une finalité d'être jeté et de polluer l'environnement. Donc le meilleur déchet, comme on dit toujours, c'est celui qu'on ne produit pas ou qu'on ne consomme pas. Donc avant de recycler, d'abord
réduisons la production de déchets que nous avons les uns et les autres. Et je suis désolé, je remets encore la responsabilité sur le consommateur et le citoyen, parce qu'en l'absence de politique publique d'envergure, qui est absolument pas à la hauteur des enjeux de l'environnement, ça nous tombe dessus. Et je sais que c'est pas facile, pour avoir tenté le zéro déchet, avoir lamentablement échoué. Ouais. C'est vraiment, vraiment pas facile. Donc il faut arrêter de se fouetter, juste essayer, commencer. C'est une démarche longue, humble, et très, très enrichissante, parce qu'on découvre plein de choses sur la relation que nous avons, notre relation de dépendance à l'environnement. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre le système, la relation qui nous lie à la nature, à l'industrie, à l'agriculture, à l'économie. C'est pédagogique de faire la démarche du zéro déchet. Je recommande cette démarche à tout le monde, même si on n'arrive pas à faire 100% zéro déchet. Même 50%, c'est une démarche et une victoire. Si on consomme tous 50% de déchets en moins, c'est énorme, individuellement, le volume est énorme. C'est juste monumental. Et c'est largement faisable. Largement. Ah ouais. Bah, tu vois, le truc qui me vient en tête, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, c'est pour moi, tu vois, quand j'achète une bouteille d'eau, en fait, je ne vois pas un producteur d'eau en face de moi, je vois un producteur de plastique. Ah, mais tu as raison. Quand tu vas dans un supermarché aujourd'hui, en fait, ce qu'il ne faut pas voir, c'est une épicerie. Ce qu'il faut voir, c'est un magasin de plastique. C'est ça. C'est bonjour, je voudrais du plastique, s'il vous plaît. Combien je vous en mets? Mettez-moi quelque chose dedans. C'est ça. C'est ça. Vous avez du bio circuit court? Non, mais c'est ça. La quantité d'emballage et de plastique que nous consommons et qui a explosé ces dernières années, c'est impressionnant. Cette dépendance. Ça a explosé malgré... Ah oui. En fait, on a communiqué dessus quand même. Non. En fait, au niveau mondial, on produit de plus en plus de plastique. Ah ouais. Ouais. Il y a de plus en plus de plastique qui arrive dans les rivières, sur les plages. On n'est pas dans une tendance à la baisse, au contraire. Et c'est bien le problème. Encore une fois, les pouvoirs publics ne mesurent pas en fait l'enjeu à sa juste valeur. Ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça la question. Ouais, c'était pas très positif comme mot de la fin, je pense. Si, faites-moi confiance. On inventera par un homme providence une nouvelle technologie qui nous sortira tous de la panade comme ça au claquant des doigts. C'est ça le résumé ou pas? Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça ressemble à... Non, mais voilà, réfléchissez à vos consommations. Comment avoir moins de déchets? Comment manger local? N'oubliez pas que la France, c'est un producteur, si je ne me trompe pas, de racines. Donc tout ce qui n'est pas forcément, qui vient d'un arbre autre que les racines, ça ne pousse pas très bien, ça peut être ailleurs. Tout ce qu'on achète qui vient de loin a un trajet, un transport. Et dites-vous qu'il est normal dans l'esprit humain, je parle de sciences humaines, en facilité, entre un truc à 2 € et un truc à 1 € et c'est la même chose visible, on va acheter le truc à 1 €. Et c'est un réflexe. De s'économiser, c'est un réflexe, ça fait partie de notre cerveau. Mais la question c'est, est-ce qu'on veut, entre guillemets, équilibrer le monde? Alors c'est une vision on doit être en dehors de nous. C'est pas facile, surtout si on est en crise économique et que c'est compliqué, tu vois. La question c'est, imagine je mange mon avocat du Pérou, est-ce qu'à la place, à la place de ça, je peux manger autre chose qui est toujours aussi bon, qui est fabriqué en local et qui m'apporte à peu près les mêmes qualités? Est-ce que c'est possible? Donc plutôt que de vouloir absolument manger un avocat et qu'il soit fabriqué en France, est-ce que je ne peux pas manger autre chose qui est toujours aussi bon? Un pot-au-feu. Pot-au-feu, c'est les racines. C'est moi mon truc. Ah moi, les mangues qui viennent de... Non, tu vois, je te charrie bien sûr. Mais j'aurais pas choisi cet exemple. Ah, t'aurais choisi quoi? C'est le mot de la fin, ça va prendre arrête, promis. Ah, tu parlais d'avocat, donc ça me faisait rêver. Non, je pensais à des pommes chips qui ont été produites en France, ce qui est absolument pas bon pour la santé. Mais à l'apéro, c'est quand même sympa, des bonnes pommes chips. Des chips? Ouais. Pommes de terre, quoi. Pommes de terre françaises avec du sel français, de l'huile française, des bonnes chips françaises, quoi. Hein? C'est bon? Ah oui, goût bacon. Non, goût nature. Goût nature? Ouais, avec une bière locale.
Ah ouais, ouais. Ouais, bah ouais, dans ça, une je- bouteille en verre consignée, qu'on recyclerait, tu vois, qu'on réutiliserait. Mais recycler vraiment dans le sens consigné. C'est l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, c'est ça que Non, je voulais dire la dernière fois. Avec modération. parce que voilà, on parle de choses qui sont tellement parfois anxiogènes que de temps en temps, faut arriver aussi à trouver ces bons moments, quoi. Et je pense que on en manque un peu. La prochaine fois, il faudra faire cette petite entrevue autour d'une bière, parce que Autour d'une dégustation. ah oui, oui, c'est dur là, c'est dur. Donc voilà, recentrez vos vies autour de vos proches, soyez humains, pensez local. Sachez qu'il n'y a aucun système qui est parfait, dont le recyclage ce n'est pas parfait. C'est un pansement et le mieux c'est de ne pas consommer de plastique, de ne pas consommer des choses qui viennent de l'extérieur, de très très loin, ce qui nous permettra quelque part de diminuer notre empreinte carbone. Notre planète brûle, on l'avait annoncé, ça arrive quand même. Et Il y a donc, des solutions, il y a des solutions. et- Il y a des solutions. Non, mais c'est vrai, il y a des solutions. Ok. et Blue Seed en fait partie. Seeds. Blue seeds, Il faut que j'arrive à le dire correctement. Des graines bleues. Seeds. on plante la graine. Mais merci beaucoup, c'était Gilou et Timothée. Merci Gilles. Bah ouais, bon, tout le monde se voit bientôt Voilà. et on vous voit peut-être pour une autre émission si ça vous intéresse. C'est un podcast, allez voir, écoutez. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'écologie et c'est chouette. Pensez à vos enfants. Si vous n'en avez pas et que vous n'en voulez pas, pensez à ceux qui seront là après. Je sais plus. Bon, on y va. Je sais pas, moi je peux te dire un mot de la fin, mais Allez, tu peux bon. le mettre, tu peux l'insérer quand tu veux dans ton, Allez, dans ton mot de la truc. fin, vas-y. J'ai quelques petites définitions que j'aime bien partager. Ouais. Alors, c'est quoi l'écologie pour toi? Pour moi, Ouais. écologie, Ouais, c'est la science de tout ce qui est lié à l'écosystème. bravo. En fait, il y a peu de gens qui savent que l'écologie c'est une science. Beaucoup de Ah gens bon pensent que c'est un mouvement politique. Ah bon? Et ça, c'est de l'écologisme. Ah oui, c'est pas pareil. Et Sauf que l'écologisme, non. oui, mais sauf que souvent on confond. Et j'aime bien remettre les pendules à l'heure parce que l'écologie, c'est quoi? C'est une science, c'est la science des interactions entre les espèces et la science entre le monde physique et les espèces. Bah oui. Et comment appelle-t-on les gens qui étudient la science de l'écologie? J'aurais dit écologiste, simplement. Non, les écologues. Les écologistes Ah. sont les gens qui pratiquent la politique de l'écologisme. Écologue. Les Log, écologues. savant. Oh, d'accord, Mhm. c'est du grec. Certainement. Voilà. Mot de la fin. Non, soyez des écologues. Posez-vous des questions Ouais. pour faire de l'écologie, donc de la science de notre écosystème, l'interaction entre l'être humain, parce qu'on est omniprésent, les espèces animales et végétales, pour un bien-être global et commun. Oh, pas mal. Joli. Beau mot de la fin. Allez.